accueillir maintenant Michel Lévy-Soussan, qui dirige l'unité mobile d'accompagnement et l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Roxana, bonjour Laurent. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous faire partager ton expérience. Nous t'écoutons. Et quelques lectures. Alors, Avec je grand crois, je ne plaisir. sais pas, Alors, je suis un peu troublée. C'est cette caméra-là. C'est là. Voilà. Et voilà. Alors là, il y a pour moi quelques soutiens. En fait, ça va être de l'expérience et aussi quelques lectures que je souhaiterais partager avec vous. Et voilà, je vais peut-être commencer par un récit. Ça sera peut-être pour moi cette liberté au début et à la fin de ce moment partagé, c'est de voir la place de la narration comme source de liberté. Et je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme. L'histoire d'une jeune femme marquée par près de 10 années d'hospitalisation dans une situation centrée sur un refus. Il n'y a pas vraiment d'autre diagnostic que ce refus présent à tout moment. Un refus de se nourrir, un refus de s'hydrater, un refus de se laver et l'expression d'une volonté de mourir. Et cette jeune patiente, à tout moment, a poussé le soin dans une position transgressive, une transgression omniprésente. La transgression vis-à-vis du consentement, le consentement, cette pierre angulaire de l'éthique du soin, celle qui permet de mettre le malade comme personne, comme la finalité du soin, la transgression dans le consentement, puisqu'elle souffre d'un trouble psychique mal identifié, mais donc c'est au nom du principe de vitalité, de maintien en vie, que le consentement est transgressé, mais ça permet aussi de s'interroger sur le consentement. Bien souvent, quelle est sa finalité? On le sait, aujourd'hui, on est tellement soumis à des contrôles qualité, il faut cocher la case du consentement. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, la recherche de consentement? Et dans ma pratique en soins palliatifs, il m'arrive de m'interroger sur les conditions mêmes de la recherche du consentement. Est-ce que ces conditions mêmes de la recherche du consentement ne sont pas en contradiction avec l'essence du consentement? Et cette jeune femme, dans cette attitude de refus qui est centrale dans son histoire, pousse aussi le soin dans une forme de violence en exigeant une contention, une contrainte. Et questionne là aussi sur la finalité de l'engagement soignant dans le maintien en vie. Et après de nombreuses années et beaucoup de récits transmis d'une équipe à l'autre et de réunions, une interrogation sur nos limites, les limites d'une médecine, d'un dispositif, d'une connaissance, d'une compréhension, d'une capacité à dépasser ce refus, à la tenir en vie malgré elle, et ces limites qui nous font violence collectivement dans l'exercice de nos soins lorsqu'elle n'est pas atteinte d'une maladie a priori létale, et la violence de la finitude qu'on a parfois tant de mal à accepter. Et je suis désolée, Roxana, je regarde un peu par-dessus votre épaule parce que j'essaye de garder le fil. Et finalement, c'est dans une acceptation que nous partageons d'une impasse thérapeutique que va peut-être naître une forme de liberté qui lui permet peut-être de se situer ailleurs que dans le soin sous contrainte. Voilà, c'était ce récit que je voulais mettre en exergue pour montrer comment le soin peut être renversé dans parfois une attitude transgressive de violence. Hop, je vais essayer. Alors, finalement, qu'est-ce qui caractérise notre relation à la finitude, à l'incertitude? C'est sans doute l'aversion profonde que nous partageons tous pour l'incertitude. Pourtant, ce que nous vivons à l'échelle planétaire nous indique qu'il va falloir faire de l'incertitude une amie, une alliée, l'apprivoiser. Mais ce n'est pas la relation première que nous entretenons à l'incertitude.
Dans son ouvrage récent, Dorian Astor écrit dans La passion de l'incertitude, il lie la certitude et l'incertitude dans un même registre passionnel. Finalement, il dit la certitude, elle est assouvie, c'est un besoin de maîtrise, c'est une incertitude surmontée, mais c'est aussi une forme de despotisme. Quand l'incertitude est une certitude ébranlée, une souffrance. Alors cette incertitude, pourtant, elle est au cœur de la science, même si nous avons tant de mal à l'assumer, vivre avec elle. L'incertitude, elle peut toucher aussi notre passé, notre rapport à notre passé, la panique des origines. Mais, comme dit Nietzsche, elle est au cœur de la science dont la grandeur est d'avoir compliqué le monde en nous. Et pourtant, elle est tout ce qui commence se sait avec certitude au milieu de l'incertain. Excusez-moi à nouveau. Alors c'est dans ce rapport finalement à l'incertitude que je voulais examiner. Ce n'est pas le doute qui nous rend fous, mais c'est bien la certitude. Alors comment on va avancer, comment vivre avec elle dans le soin? Voilà un autre rapport transgressif, c'est cette insertion que nous entendons toujours, la vie n'a pas de prix. Eh bien, c'est faux quotidiennement, mais c'est faux depuis toujours. C'est même faux constitutionnellement dans tous nos rapports humains, nos rapports sociaux. Et voilà, je voulais partager avec vous cet ouvrage de philosophie politique que j'ai trouvé passionnant d'Ariel Kolonomos, qui s'intitule « Un prix à la vie, un défi politique de la juste mesure ». Alors voilà, c'est transgressif que de constater, d'observer que la vie humaine a bien un prix et nous y sommes chaque jour confrontés. Mais ça reste tabou. Le rapport des vies humaines, détruites et sauvées, rapport aux biens qui sont eux-mêmes gagnés ou perdus, demeure tabou et scandaleuse. Pourtant, c'est l'histoire de l'esclavage, mais c'est l'histoire, je voyais cette ville de Potosi qui était la capitale de l'empire de Charles Quint, où était frappée la monnaie, aujourd'hui où périssent toujours, non plus pour l'or, mais pour d'autres minerais, des hommes par centaines. Donc ce rapport, cette équivalence matérielle entre vie humaine et bien matériel est constitutif de notre histoire et des rapports sociaux. Marcel Mauss, dans son essai sur le don, nous montre dans ces cérémonies de potlatch que les femmes sont cédées pour pouvoir contracter des alliances politiques. Et pour autant, ce rapport est sans cesse occulté parce que honteux. Et c'est ce que nous allons voir, que ça soit à titre personnel, ce que vaut notre vie, mais aussi à titre collectif. Donc la valorisation de la vie humaine, elle est omniprésente au niveau de l'État, avec des politiques sur l'armement, au niveau commercial, mais aussi dans le don d'otages. On vient d'en avoir un exemple tout récent. Et bien sûr, dans le rapport commercial avec les vaccins, on le voit aujourd'hui décliné dans les différentes nations. Donc il y a bien un prix à la vie qui est engagé par les politiques publiques. Alors, bien que individuellement et moralement, la vie a une valeur absolue, elle est un bien suprême, eh bien, politiquement, ce prix a deux versants. On paye pour des vies, c'est plus noble. On paye pour des vies avec des biens matériels, c'est l'unité de mesure, les biens matériels, mais on paye aussi avec des vies. Là, c'est scandaleux. On paye avec des vies pour pouvoir, qu'on sacrifie, n'est-ce pas? Mais parfois pour un bien politique, économique. Et vous le savez, c'est au centre des questions aujourd'hui, dans la temporalité également. On sacrifie des vies aujourd'hui pour en préserver demain. C'est donc au cœur des questions d'éthique de société que nous connaissons avec la pandémie aujourd'hui.
Et ce qui est intéressant et ce qui est très bien montré dans cet ouvrage, c'est la façon dont finalement cette équivalence matérielle est constitutive d'un projet sociétal. Et il faut justement, pour que la société tienne, que cette équivalence matérielle soit reconnue et acceptée dans les jugements de valeur qui sont sous-tendus par cette équivalence matérielle. Alors dans le champ de la bioéthique, là, on voit bien qu'on a un prisme particulier pour mettre des limites morales au marché, comme dans l'ouvrage de Michael Sandel qui montre bien, ça s'appelle « Les limites morales du marché en bioéthique ». Alors, ce qu'examine aussi Ariel Kolonomos, c'est ce qui caractérise notre époque dans cette équivalence matérielle, qui est une coexistence tout à fait singulière entre une exigence d'humanité plus forte aujourd'hui, mais aussi une matérialité plus forte. Matérialité, que ce soit un matérialisme, mais aussi une indigence économique beaucoup plus forte. Et donc, on a cette coexistence qui vient frapper ce rapport d'équivalence matérielle entre vie humaine et biens, qui sont l'exigence d'humanité et la matérialité grandissante. Voilà, alors eh bien, cette équivalence a toujours existé, que ça soit chez Platon avec l'art de la juste mesure, Aristote avec la tempérance, Socrate avec le dialogue. On voit que c'est omniprésent et pour finir, je vous invite à lire cet ouvrage parce qu'il est aussi traversé par le drame shakespearien qui n'est fait que de ça, que de vie, mort, amour, pouvoir, et tout ça dans l'équivalence à chaque fois qu'on retrouve aussi aujourd'hui, que ça soit dans la santé publique, dans les politiques de santé, mais aussi dans le soin décliné au singulier. Alors finalement, le réel, eh bien, c'est une forme de transgression scandaleuse de l'utopie. Et c'est là où je reviens à la place du récit. Le réel, c'est la trame du récit dans la recherche d'une juste mesure qui va venir être le fondement d'une liberté nécessaire. Vous m'arrêtez parce qu'on m'avait dit que j'avais... Vous avez le temps. Oui, et peut-être un rapport à la temporalité. Je fais des soins palliatifs parce que peut-être moi-même, la finitude, il faut qu'elle soit rappelée. Alors, l'autre rapport transgressif qui m'a semblé intéressant à examiner, eh bien, c'est la question aujourd'hui sous-tendue par le tri, la priorisation. Et j'ai trouvé une source très intéressante dans un ouvrage de Frédéric Lechter-Flack qui s'intitule « Qui vivra, qui mourra ». Il n'y a pas de point d'interrogation dans le titre, parce que c'est le poids du réel, ce n'est pas une interrogation. Et on pourra reparler de l'impact de la décision. Moi, aujourd'hui, je suis assez frappée dans mon exercice médical donc de soins palliatifs, mais aussi donc, beaucoup en dialogue avec notamment les réanimateurs sur les limitations et arrêts des thérapeutiques et dans l'impact que ça peut avoir dans le dialogue avec les patients et les familles, où on a l'impression que le réel est un peu escamoté et déplacé vers l'importance de la décision, où la décision serait performative, où ça serait elle qui maintiendrait en vie, qui vivra, où ça serait elle qui délivrerait la mort, comme s'il n'y avait plus de maladie, comme s'il n'y avait plus la force du réel qui finalement infiltre, sous-tend, n'est-ce pas, ce rapport-là. Alors, pourquoi la question aujourd'hui très médiatisée du tri, de la priorisation fait scandale? Eh bien parce que dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la vulnérabilité de l'autre, dans ce rapport lévinassien, je dois tout à la personne en face de moi. La fragilité de l'autre m'oblige. Pour autant, elle ne nous dispense pas, bien sûr, d'une interrogation sur les limites, sur le juste soin. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer aujourd'hui qu'on a voté beaucoup de lois ces 10 dernières années pour condamner l'obstination déraisonnable. Et on ne pensait qu'aux médecins. On pensait que ce serait seulement les médecins qui auraient cette tentation de ne jamais arrêter, qui auraient du mal à reconnaître leurs limites.
Eh bien, ce qu'on voit émerger avec force aujourd'hui, c'est une obstination déraisonnable qui est le fait des patients eux-mêmes ou de leurs proches. Mais finalement, on ne leur demande pas, eux, d'être raisonnables. Ils vivent le scandale de la maladie, mais ils nous confrontent aussi à une nécessité de nous rappeler nos limites et d'être dans la définition d'un juste soin, d'un soin adapté aux besoins de la personne, dans la connaissance, bien sûr, des ressources thérapeutiques non pas disponibles, mais des ressources qui peuvent aider ce patient à un moment donné. Alors, la question du tri et de la priorisation se pose en santé publique dès lors qu'on est dans cette question qui nous occupe aujourd'hui, dans l'allocation de ressources rares. Et on voit l'importance dans ces questions-là que les critères soient bien explicites, sous-tendus par des valeurs partagées collectivement. Et on a assisté, pendant la première vague surtout, à une représentation, c'est mon point de vue, importante, intéressante, très centrée sur une technophilie du soin, c'est-à-dire que tout le discours de santé publique, c'était la fluidité du système de santé. Il fallait finalement notre principal malade, celui qu'on devait sauver avant tout, c'était le système de soins, plus encore que le système de santé, et c'était la réanimation au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et la fluidité du système de soins réanimatoires était l'objectif prioritaire. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé parfois avec le scandale de patients, de familles qui nous disaient « c'est terrible, il ne va pas être élu pour la réanimation », enfin une sorte d'éligibilité qui était placée du côté de la vie, sans se demander si la réanimation était le bon soin pour cette personne-là dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait une telle médiatisation de la réanimation qui devait être sauvée que elle s'imposait comme le soin qui serait bon pour tous, et comme si la ressource manquante, les infirmiers de réa ou les ventilateurs, venaient conditionner l'admission en réanimation. Et là aussi, à escamoter, à faire oublier le poids du réel, la gravité, la fragilité, le fait que le malade, dans sa condition, spécifiquement, pouvait ne pas du tout être aidé par la réanimation. Dans la deuxième vague, on a un peu plus parlé de la violence des soins réanimatoires, le fait que tout le monde ne pouvait pas les supporter et surtout qu'ils n'étaient pas toujours de nature à aider chaque patient. Voilà, donc c'était autour de cette question de la représentation collective et ce que ça peut induire par rapport aux questions de tri, de priorisation aujourd'hui. Voilà, alors c'est vrai que dans nos valeurs partagées, il y a une égalité théorique des valeurs des vies. Il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. C'est vraiment un des fondements moraux les plus essentiels de nos sociétés. Et donc, il est vrai que ces questions aujourd'hui de tri, de sélection, de rationnement, de priorisation viennent percuter cette valeur fondamentale de l'égalité des vies humaines. Et pourtant, on en oublie que la question du tri, de la priorisation, elle fait partie inhérente de l'exercice médical. On n'est pas donc dans une allocation égalitaire, égale, mais bien équitable en fonction des besoins spécifiques de la personne. Donc de bien dissocier l'équité de l'égalité pour ne pas être finalement pris au piège, n'est-ce pas, de ressources qui ne seraient pas allouées parce que manquantes et parce que certains seraient laissés à la porte du progrès, étant trop âgés, trop débilités. Voilà, donc rappeler aussi que la question du tri et de la priorisation font partie de l'exercice médical depuis toujours. Alors ça se posait moins évidemment avant la médecine technique, scientifique, la deuxième partie du XXe siècle, puisque les ressources efficaces étaient rares ou inexistantes. Voilà.
Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on travaille aussi à tout moment avec les représentations collectives. Et aujourd'hui, les représentations, elles sont aussi, bien sûr, les fantômes de l'histoire, hein, et de tout ce que l'histoire charrie, n'est-ce pas, comme drame, comme catastrophe, où le tri, la sélection ont été l'œuvre humaine. Et ces représentations sont aussi le fait de fiction partagées, les fictions Hunger Games, Battle Royale, Saw, etc., où on assiste toujours à cette compétition généralisée qui produit, qui nourrit l'univers fictionnel. Donc, c'est réfléchir ensemble pour voir comment éviter le piège de voir la survie des uns qui ne serait le fait que la mort, qui ne serait rendue possible, que par la mort des autres. Voilà, alors l'important c'est d'arriver à identifier ces choix tragiques, il en existe, ces choix tragiques où il n'est plus possible d'être moral. Confère La crise de l'homme de Camus, Le choix de Sophie de Styron. Là, le choix ne se fait plus entre le bien et le mal, mais le choix se fait entre le mal et le mal. Alors, c'est moins répandu en France, même quasiment pas à ma connaissance, mais aux États-Unis, depuis longtemps, dans l'enseignement de la médecine, on essaye de s'exercer à ces choix tragiques sous la forme de situations éthiques, les lifeboat ethics, hein, le canot de sauvetage, c'est vraiment l'exercice le plus employé, n'est-ce pas, pour essayer de se projeter, se mettre en situation où le paradigme utilitariste est au centre, en se demandant qui a le plus de chances de s'en sortir. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ce qui nous permet d'être ensemble, ce qui nous permet de rester, nous relever moralement et collectivement, c'est aussi la lecture de l'après-coup. C'est le récit, là encore. Et on le voit bien, cette fonction aussi narrative à l'hôpital, dans nos soins, quand on a eu une situation très difficile, où les choix, les décisions ont été extrêmement difficiles, ont mis à mal les acteurs du soin. Eh bien, c'est souvent dans ce travail de relecture, de récit, de narration, qu'on arrive à se relever ensemble, en se demandant qui voulons-nous être, et de pouvoir là aussi rediscuter les valeurs que l'on met en avant et les critères explicites de choix pour de prochaines situations. Je vais aller très vite là dans cette deuxième partie. Il me reste quoi, 2-3 minutes? Oui. Voilà. Bon, je voulais juste peut-être, sans passer toutes ces diapositives, mais dire que on est dans un moment de la médecine aussi très particulier, du fait d'avoir à la fois une grande normativité, on parlait tout à l'heure de l'evidence-based medicine, mais aussi une subjectivité des acteurs médicaux qui peut parfois passer inaperçue du fait de ce corpus, n'est-ce pas, d'evidence-based et de sa production. Et voilà, nous, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, là, dans la deuxième vague, on a mis en place une cellule de support éthique, et les réanimations elles-mêmes ont fait ce travail au sein de 8 réanimations d'interrogation pour harmoniser, pour pouvoir réfléchir ensemble et de manière plus explicite sur les critères de vulnérabilité et, une fois de plus, de poser les indications au plus près des besoins du patient. Donc, cette question de la subjectivité, elle est présente, elle commence à arriver à émerger et à pouvoir être prise en compte dans les processus décisionnels, mais elle reste quand même bien souvent masquée par la force de l'evidence base. L'autre particularité, c'est le fait que la démarche diagnostique elle-même est souvent bouleversée, où le rapport au corps est un peu escamoté derrière le poids de la biologie et de l'imagerie. Et
J'en veux parfois pour exemple lorsque dans le rapport en consultation avec un patient, on lui demande comment vous sentez-vous, comment allez-vous, et qu'il inverse la proposition en disant c'est vous qui allez me le dire, comme si on était détenteur de ce savoir sur l'autre, cette inversion du fait même que sa situation serait donnée par l'éprouvette ou par l'image. Donc c'était pouvoir là aussi juste mettre en lumière cette question de la place bouleversée de la médecine dans ce rapport au corps et dans un rapport escamoté à une connaissance de soi-même. Voilà, je voulais peut-être juste finir sur ce travail éthique, sur ces valeurs qu'on a essayé de mettre en valeur sur le prix à la vie, sur les questions de tri, de priorisation, pour dire que finalement le travail éthique, il est permanent dans la clinique et il se fait bien souvent dans ce que Martha Spranzi appelle un travail de traducteur conceptuel, ou ce que le médecin, le clinicien fait quand il fait en permanence un travail de va-et-vient entre l'objectivation nécessaire de la maladie et le retour au sujet malade dans son histoire, dans son entièreté. Et donc finalement, le médecin est dans cette fonction de passeur, de médiateur. Et c'était là-dessus que je voulais en terminer, c'était peut-être de souligner dans cette liberté finalement, par-delà, n'est-ce pas, cette transgression du prix à la vie, du tri, de la priorisation, c'est la question du récit avec l'autre, de la construction avec l'autre, d'une histoire qui fasse sens pour lui. Merci bien. Merci beaucoup Michèle Lévy-Soussan de nous avoir fait partager votre expérience et de nous avoir accompagnés dans cette réflexion de la valeur de la vie, effectivement, et de la transgression qu'il y a derrière cela. Alors, vous avez très bien rappelé effectivement le problème déjà de la valeur de la vie, qui est effectivement un peu tabou dans nos sociétés, mais qui est effectivement le quotidien des assurances, mais aussi de la santé. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on s'est habitué à vivre dans un système qu'on a remis au goût du jour aujourd'hui, mais le système du quoi qu'il en coûte. On était prêt à donner beaucoup de valeur à la vie et à payer beaucoup, mais vous nous avez aussi montré, sur la deuxième partie de votre exposé, la valeur de la vie par rapport à une autre, et le problème de la priorisation, du tri, etc. Et je voulais vous demander comment vous pensez qu'on peut accompagner les soignants dans ce type de décision, ce type de choix de la valeur de la vie par rapport à une autre. Et heureusement, effectivement, on a eu très très peur au cours de cette crise de devoir faire ce type de choix. Et heureusement, il semble qu'on n'a pas eu besoin de les faire. Mais comment on peut accompagner les soignants dans ce type de choix et surtout dans l'évolutivité rapide de ce type de choix, puisqu'on aurait pu imaginer là avoir un système de réanimation saturé, pouvoir prendre un certain jour en charge des patients, et puis que l'arrivée massive d'autres patients rendre du jour au lendemain impossible la continuité des soins des patients du jour. Alors comment on peut accompagner les médecins dans de tels choix et surtout dans une telle évolutivité des choix des médecins et les soignants? Oui, vous avez raison de rappeler que c'est souvent aussi la répétition de décisions, ce qui a fait là l'extrême tension morale pour l'ensemble de la communauté soignante. Ça a été d'abord d'imaginer qu'on puisse arriver à saturation, comme vous l'avez rappelé, et cette espèce d'exercice sous contrainte extrêmement rapide et rapprochée de décisions avec toujours l'incertitude qui pèse d'avoir pris la bonne décision et de ne pas avoir obéré d'autres décisions à venir pour des patients qui pourraient se présenter et arriver dans un système saturé. Alors, je pense que d'abord, ce qui est très important, c'est de se dire que les soignants, dans leur ensemble, ont besoin d'être accompagnés. Vous l'avez dit, et alors il y a le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, dès le mois de mars, a émis une recommandation sur la nécessité de développer au sein des hôpitaux des cellules de support éthique. Nous, on l'a fait à différents
niveaux. Et là, plus récemment, on l'a fait en mettant en place cette astreinte avec une particularité, c'est que cette astreinte, elle est assumée par des volontaires, des binômes, médecins infirmiers, médecins psychologues, médecins kinés, des binômes de volontaires soignants venant de toute discipline, sans exiger une expertise éthique. L'idée, c'est la croisée des regards. L'idée, c'est de former justement une communauté soignante. L'idée, c'est d'être dans cette position de médiation, de relecture ensemble. Et c'est pouvoir justement se relever ensemble après avoir été mis à l'épreuve du fait de la répétition. Et l'autre particularité, c'est que maintenant qu'on a construit ces énormes universités, nous sommes à Sorbonne Université avec les humanités médicales, le département de philo, de sociaux, le CELSA qui travaille avec nous aussi, ainsi que l'Université des patients. Donc on a aussi les patients partenaires et les humanités médicales pour nous aider dans une revue de ces saisines éthiques. Voilà un des dispositifs d'accompagnement des soignants qui est important à penser. Et puis surtout, on ne l'a pas nommé à travers la crise, ni le Covid, parce que c'est vrai que c'est un peu le thème qui nous unit aujourd'hui et demain. C'est finalement comment une contrainte, une crise de cette importance peut être fertile et peut-être des dispositifs qui sont nés comme ça dans la contrainte pourraient apporter quelque chose demain dans le soin. Merci beaucoup, Michel. En prie.